Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Euh, Aujourd'hui, on a une conférence sur l'Iran qui va commencer. Je sais qu'il y a des gens qui vont se connecter graduellement. Le Cerium a voulu inviter des panélistes, des experts francophones sur l'Iran. Je vous les présenterai dans un instant parce qu'au cours des derniers mois, on a assisté à une nouvelle vague de révoltes, de soulèvements populaires en Iran qui semble à la fois avoir certains échos avec ce qui a déjà été vu dans le passé, mais qui semble aussi d'une nature, selon certains experts, plus forte et la répression, du moins envers ces soulèvements, prend une forme plus violente que jamais. Donc, c'est un plaisir pour moi, Laurence Deschamps-Laporte, directrice scientifique du Cerium, d'accueillir deux amis, deux collègues, collaborateurs au Cerium qui ont fait preuve d'une grande générosité envers notre communauté, même s'ils ne sont pas à l'Université de Montréal. Donc, je les remercie encore une fois. D'abord, Thomas Junot, professeur titulaire à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa, spécialiste des questions de sécurité, de politique étrangère canadienne et aussi questions qui ont un lien avec le Moyen-Orient. Mais à la base, je vous le rappelle, c'est un spécialiste de l'Iran. Je crois que sa thèse portait sur le sujet, mais on vérifiera mes sources. Très bien. Hania Ziaé, politologue, spécialiste du monde iranien, chercheuse associée à l'Observatoire de la Charles Raoul d'Endurant, affiliée aussi à l'Université catholique de Louvain, spécialiste des questions de société civile, de mouvements sociaux, de sociologie politique de l'Iran, mais aussi des questions qui lient tout ce qu'il y a, qui nous fait comprendre la politique de l'Iran à travers des regards artistiques. Donc, nous avons 1 heure, c'est très court. Je vais lancer différentes questions aux panélistes et je vais aussi prendre des questions de l'audience. Vous êtes nombreux, je vous remercie d'être parmi nous. Si au fur et à mesure que la conversation a lieu, en tout cas, vous pouvez envoyer les questions, je vais recevoir une sélection de ces questions par l'équipe car nous n'aurons pas le temps pour toutes les questions, mais nous les prendrons en note peut-être pour de futurs événements. Donc, ne soyez pas gênés. J'aimerais donc commencer avec une question assez générale. Peut-être donner la parole à Hanier en premier. Et puis, comme toujours, Thomas, je vous invite par la suite à ajouter votre lecture des choses. Donc, on n'en est pas à la première vague de contestation populaire en Iran. Comment est-ce que, quelle est la nature des révoltes auxquelles nous assistons en ce moment et quel est le lien avec les manifestations précédentes que nous avons observées? Je vous donne la parole, Hani, et merci. Merci beaucoup Laurence, merci à toute l'équipe du Cerium pour l'organisation de cet événement. Je suis ravie d'être sur le panel et de le partager avec mon collègue Thomas Junot. Alors oui, pour moi, c'est l'ensemble en fait de ces contestations que vous voyez. Les uns et les autres se nourrissent. Ça s'inscrit sur une histoire longue. On voit depuis un certain nombre d'années des mouvements de protestation contre le régime, et ça nous donne en fait la confirmation. Je pense que si certaines personnes ont douté, aujourd'hui le doute est levé. La vraie question, c'est la question de la légitimité politique de la République islamique d'Iran à travers différents mouvements. On avait souligné déjà ce manque de représentativité de la part de la population au sein de l'État. La convergence qu'on voit, et peut-être c'est ça qui fait aussi l'ampleur du mouvement, c'est que la crise économique, en fait, se croise à cette crise de légitimité politique. Ce qui distingue aussi ce mouvement, et on le voit depuis maintenant fin du mois de décembre, dès les premières semaines du mois de janvier, avec des dates du 8 et 9 janvier qui ont été vraiment à l'apogée, c'est vraiment le bilan humain et l'ampleur du massacre qui est véritablement d'une grande ampleur. Le décompte est toujours d'actualité. Les nombres de blessés, malheureusement, ils n'arrivent pas à... Le milieu hospitalier est complètement dépassé. On a vu les images que vous avez vues, d'ailleurs assez difficiles, hein. Les morgues complètement dépassées, les hôpitaux, le milieu hospitalier qui est touché de plein fouet. Ce qui a été aussi une grande différence, même s'il y a eu des cas, mais qui étaient plus minimes, c'est tout le corps médical aussi qui est touché. C'est-à-dire que le régime se donne en fait ce droit
C'est-à-dire que là, on bafoue évidemment toutes les questions des droits humains. Mais bon, on le connaissait, cette répression aussi, malheureusement, n'est pas nouveau. On sait que cette répression est un mode de gouvernance pour la République islamique d'Iran. Par contre, le fait de toucher le secteur médical, de toucher les médecins qui viennent en aide aux manifestants, là, ça a été quelque chose qui a pris aussi beaucoup d'ampleur. On voit que finalement, toute cette question de dignité, hein, les corps au sol, les morts complètement dépassés, les corps entassés les uns sur les autres, ça, c'était quelque chose qui était assez inouï de voir, et surtout la rapidité, parce que finalement, la République islamique d'Iran cherche aussi à faire passer un message. Il y a un projet politique là, pour moi, dont le projet politique est vraiment une question d'élimination de toute forme d'opposition, mais c'est de démontrer évidemment aussi une capacité de commettre en fait un crime de masse en très peu de temps. Les chiffres qu'on a pu voir, même si ils se recoupent sans exactitude, c'est qu'en 48 heures, on parle de 40 milliers de morts. Donc voilà aussi l'ampleur de ce massacre qui actuellement est malheureusement toujours en cours. Merci, Hanier, pour ce portrait qui est déjà sombre mais réaliste. Je vous laisse la parole, Thomas. J'ajouterais juste très brièvement là, à ce que Hanieh vient de dire. Premièrement, comme elle l'a bien expliqué, ce à quoi on a assisté là, surtout à la fin décembre, au début janvier, ça s'inscrit dans une continuité historique. Mais c'est une continuité historique qui est pas statique, qui évolue. Et une façon, je pense, de résumer ça rapidement, c'est que l'insatisfaction à l'endroit du régime, comparativement aux vagues précédentes de manifestations, non seulement en 2022, dont on va parler tantôt, mais avant ça, en 2019, en 2017-18, en 2009, en 1999, l'insatisfaction est de plus en plus profonde et de plus en plus large. Plus en plus large dans le sens où des secteurs de la société iranienne qui s'opposaient moins au régime par le passé s'y opposent beaucoup plus aujourd'hui. Il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, on voyait des manifestations surtout dans les milieux de la classe moyenne, dans les grandes villes, dans les milieux intellectuels, dans les milieux universitaires, alors qu'aujourd'hui, des bastions de soutien au régime par le passé, dans les classes plus ouvrières, dans des plus petites villes, dans des milieux plus ruraux, on voit aussi des manifestations dans ces secteurs-là. Donc, il y a vraiment un élargissement de l'opposition au régime. Puis deuxièmement, plus de profondeur, dans le sens où en 1999 ou en 2009, par exemple, beaucoup des gens qui étaient à la rue, oui, il y en a qui demandaient le renversement du régime, la mort au dictateur, mais il y en a beaucoup qui demandaient des réformes au régime. Alors qu'aujourd'hui, dans la rue, ceux qui s'opposent au régime, ceux qui protestent, dans une beaucoup plus grande proportion que par le passé, demandent la fin du régime et non pas ces réformes-là. La notion de réforme du régime a beaucoup perdu de légitimité au fil des vagues de manifestations et évidemment là, des vagues de répression qui ont suivi. Alors je pense que oui, on peut parler absolument d'une continuité historique, donc c'est pas ces manifestations-là s'inscrivent pas dans un vide, mais cette continuité-là évolue beaucoup comme ça. Merci, Hanier et Thomas. Donc, une manière de le comprendre, et puis ce sont pas vos mots, ce sont les miens, c'est de voir différentes vagues de contestation qui sont en conversation. Et puis, ce qui est sporadique, c'est soit notre attention envers ces dernières ou la répression du régime, mais peut-être pas la contestation, elle évolue, cela dit, parce que si on commence la ligne du temps récente avec le mouvement vert en 2009, on parlait d'une élection volée, on parlait pas de changer le régime, une élection volée à la sous Rouhani à l'époque. Et là, maintenant, on parle de la fin du régime. Donc, pour ne pas garder les questions difficiles pour la fin, je vous redonne la parole, Thomas, parce que j'aimerais vous entendre déjà sur la question qui est sur toutes les lèvres, c'est-à-dire, donc, si les manifestants demandent la fin de ce régime, et certains des slogans dont Annie pourront nous dire quelques mots sont d'une grande violence, qui semble avoir peu de résonance dans les manifestations de la dernière décennie, la fin du régime est-elle probable? À ce stade-ci, moi, je continue à croire que la fin du régime n'est pas probable. Mais je pense qu'il y a beaucoup de nuances à apporter à ça. En gardant évidemment en tête là, la distinction entre la prédiction et puis la préférence personnelle qu'on peut avoir, là, qui est toujours une nuance importante qui se On perd. comprend bien que Qui, si vous enseignez au Canada, c'est parce que votre régime favori n'est pas la République islamique d'Iran. c'est une nuance qui se perd souvent dans les Je débats comprends, en publics. fait. Euh, Alors, la première nuance, c'est que par le passé, quand il y a eu des vagues d'opposition au régime, 2009, dans les années 2010, 2022,
pour moi, à chaque fois, ma conclusion dès le début, c'était sans exception, puis avec assez peu de nuances, oui, ça s'intensifie, mais le régime va survivre, point. Cette fois-ci, quand ça a vraiment explosé là, dans les premiers jours du mois de janvier, je continuais à prédire que le régime allait survivre, mais disons que j'étais moins confiant que par le passé là, dans la solidité de mon jugement, dans la confiance que j'avais dans ce jugement-là. Le régime a survécu. Je crois que sa chute n'est pas imminente. Mais on peut pas être aussi ferme que par le passé dans ce jugement-là. Puis, comme plusieurs experts, puis la ligne n'est pas de moi à l'origine, mais je pense qu'elle est valide étant donné l'incertitude dans laquelle on est maintenant. Le régime pourrait tomber cette année, puis il pourrait tomber dans 10 ans, ou au-delà de ça. Et dans aucun de ces cas-là, je serais surpris. Et je pense que c'est une bonne façon d'expliquer ça parce qu'il y a un élément extraordinairement imprévisible ici, que ce soit les universitaires, les agences de renseignement dans les gouvernements, la société civile, les médias, on est tous mauvais, je pense qu'il faut être humble, là. On est tous mauvais pour prédire la chute de régime. On l'a vu par le passé, quand la Syrie est tombée en 2024, pendant les vagues de soulèvement au Moyen-Orient en 2011, dans les années qui ont suivi, c'est fondamentalement imprévisible, puis c'est pas linéaire comme processus. Alors, pour le moment, la République islamique a démontré qu'elle a amplement assez de capacités répressives pour assurer sa survie au minimum à court terme. On l'a vu, il n'y a pas eu de crack dans le régime. Il n'y a pas eu de crack inhabituel. C'est un régime qui a toujours été très compétitif à l'interne. C'est un régime où il y a toujours eu des débats féroces à l'interne. Ça continue, probablement encore plus que ce qu'on voit. Mais il n'y a pas eu de défection importante. Il n'y a pas eu de bris de la chaîne de commandement avec les militaires, avec les forces de sécurité, avec les polices. Et tant qu'on ne voit pas ces défections-là, en haut au niveau politique, ou tout au long de la chaîne de commandement militaire ou dans les agences de sécurité, le régime va garder la capacité répressive suffisante pour survivre. En tout cas, à court et probablement à moyen terme. En gardant en tête, je vais finir là-dessus, que fondamentalement, ça pourrait tout s'effondrer en quelque part en 2026, puis je ne serais pas surpris non plus, là. Merci Thomas. Puis je vous entends bien sur le dernier élément que je vous ai déjà entendu dire dans d'autres contextes sur l'analyse du Moyen-Orient. Toute chose étant imprévisible par ailleurs parce qu'on ne connaît pas tous les moyens du régime. Mais il y a une des choses qui est un indicateur, c'est-à-dire où est-ce quand l'organe sécuritaire ou un organe sécuritaire dominant, si on prend l'exemple des militaires dans les printemps arabes avec Moubarak, délaisse une certaine autorité politique. Et là, on a une fracture de l'État centralisé qui peut prédire une chute. Mais là, en ce moment, ce que vous dites, c'est qu'on n'a pas de défection sécuritaire de masse qui quitterait le régime et qui aurait lieu de fracture interne suffisante. Euh, faut me corriger si c'est pas, si je fais pas une synthèse juste. Autrement, Agnès Ziahi, je vous écoute. Oui, alors moi, je trouve que ce qui est intéressant dans ce cas de figure, c'est de faire un peu une comparaison avec les autres États autoritaires et totalitaires. Vous savez, même les régimes les plus totalitaires et autoritaires ont besoin d'une assise de légitimité. Alors, cette légitimité, Khomeini a commencé à le construire sur la question de dire, ben, finalement, une théocratie, la définition même, c'est de dire, ben, nous sommes les représentants de Dieu sur terre. Donc, c'est sur cette assise, en tout cas, cette légitimité. Certaines parlaient de légitimité religieuse. Moi, je parle d'une légitimité à la fois une idéologie politique et religieuse sur laquelle s'est bâtie toute, si vous voulez, l'infrastructure de la République islamique d'Iran. Ce qui est intéressant dans cette légitimité, c'est la rupture en fait de la société avec l'islam politique. Ça, c'est très intéressant parce que finalement, on voit dans un pays où l'islam politique va arriver donc au rang de l'État et de représentation étatique, avec évidemment des concepts très religieux et très moralisateurs qui vont venir en tout cas justifier sa posture. Et c'est justement de ça aujourd'hui qu'il s'agit parce qu'on a une société civile qui aspire au sécularisme, a une demande très claire à véritablement finalement séparer la figure religieuse et politique. Et la grande question pour moi, et ça c'est une question ouverte, c'est comment avec autant de sang maintenant sur les mains, puisque le régime on peut faire aujourd'hui un bilan de 47 ans parce que c'est évidemment il y a un massacre en ce moment, il y a un bain de sang.
mais ce pays n'a jamais connu d'expérience démocratique. Ça fait 47 ans que ce type de gouvernance est en place. Et donc, je pense que les Iraniens sont aujourd'hui en mesure de faire un bilan, voire un procès à cet État. Et la question pour moi, c'est comment aujourd'hui ils vont venir justifier autant de morts? Parce que dans les premières semaines de cette mobilisation, de cette révolte 2026, le gouvernement iranien, le régime iranien a changé aussi de vocable. Si dans les autres mouvements de protestation, par exemple, il parlait de ces contestataires et des protestataires comme étant des agitateurs, des faiseurs de troubles, il a utilisé le terme terroriste. Donc, en fait, la posture de l'État vis-à-vis de son État, de sa population, c'est de dire, ben voilà, les personnes qui, en tout cas, contestent et protestent et sont dans cet esprit de révolte, ce sont des terroristes. Ce sont véritablement le vocabulaire qui est utilisé. Alors, avec l'identification des morts, le fait qu'aujourd'hui on peut identifier que les familles, là on est en train de vivre aussi dans ce pays et même dans la diaspora iranienne, il faut le dire, un deuil national et j'ai envie de dire un deuil impossible. Comment venir justifier autant de morts? Ça, c'est la grande question pour moi. Et puis l'autre point où, en tout cas, ça va créer une déstabilisation à l'interne, et c'est peut-être la déstabilisation qui va être beaucoup plus, en tout cas, impactant que ces mouvements de révolte qui, à chaque fois, sont écrasés dans l'œuf. C'est la question de la succession du guide suprême. Là, en fait, on va véritablement voir les schismes dans le gouvernement. Si le gouvernement n'est pas d'accord sur la succession du guide suprême, donc Ali Khamenei, même s'il a désigné son fils et à peu près une dizaine de personnes sur cette fameuse liste. Pour le moment, j'ai pas l'impression que quelqu'un peut faire Juste l'unanimité. pour préciser, la succession aurait lieu en cas de mort ou est-ce qu'il y a un autre... Alors, il y a différents scénarios, c'est-à-dire que le guide suprême est âgé. On pense même en fait qu'il est potentiellement malade, qu'il a un cancer, mais ça c'est hypothétique. On n'a pas les informations claires à ce sujet. On peut juste se baser sur son âge, 86 ans. Donc, si il a des problèmes de santé, alors une mort naturelle. Mais avec la présence, en tout cas, des États-Unis et tout ce mouvement, là on va en parler un peu plus, de la politique Donald Trump, qu'est-ce qui va être dit dans les négociations? Une des possibilités, c'est est-ce que, même si le focus est sur la question nucléaire, est-ce qu'à un moment donné, l'administration Trump va pousser l'aile réformiste et modérée de la République islamique d'Iran à soit écarter le guide suprême, soit une possibilité de le supprimer? Est-ce que ce sont des choses qui se disent dans les pourparlers? À l'état actuel, c'est que des hypothèses. Merci. Peut-être une question rapide de précision, puis d'entrée de jeu, ce qu'on vous entend décrire est d'une cruauté sans nom, puis bon, c'est difficile de faire le tri entre les différentes images auxquelles on est exposé, mais lorsqu'on parle de la nécessité de justifier à un autre niveau, on voyait des morgues dans certaines villes qui brûlaient à vif pour, j'imagine, l'hypothèse étant que ce n'est pas accidentel et puis que c'est une manière de ne pas pouvoir identifier certains morts ou la cause de la mort. Et puis, dans les répressions précédentes, c'est pas que c'était moins cruel, mais il y avait une espèce de emprisonnement, peine de mort et ces protocoles-là ont donné lieu aujourd'hui à juste beaucoup, beaucoup de morts sur la rue à Hanieh, c'est ce que j'ai compris que vous expliquiez, entre autres. Euh, il va sans dire qu'il y a beaucoup de gens qui contestent le régime, qui ont un désir d'un régime séculaire, comme vous l'avez nommé, ou d'un gouvernement. Mais les, sou- les supporters à ce régime-là, euh, pour un peu, est-ce que le régime de l'ayatollah Khamenei, de sa présidence qui semble un peu faible peut-être, est-ce qu'il y a beaucoup de supporters en Iran? Est-ce qu'il y a des populations mobilisées dans la contre, qui sont pas du régime, qui s'opposent à ces manifestations-là? Oui, alors ça, c'est toujours la grande question. Combien de personnes sont anti-régime? Combien de temps sont pro-régime? On n'a pas de statistiques parce que malheureusement, on peut pas faire de travail de terrain. Les chiffres et les statistiques qui viennent de l'État iranien, évidemment, on peut toujours remettre en question parce qu'on peut se douter de la méthodologie qui a été déployée. Ceux qui soutiennent le régime, c'est toutes les personnes qui finalement, grossièrement, j'ai envie de dire, mangent
via le régime, c'est-à-dire qu'ils ont des privilèges, ils sont proches de l'État, ils sont d'une manière ou d'une autre affiliés à des personnalités qui sont à l'intérieur même du système. Évidemment, juste les gardiens de la Révolution, qui sont quand même un socle très important, et d'ailleurs qui ont été mis dernièrement sur la liste des groupes terroristes par l'Union européenne. D'ailleurs, on pourrait se poser la question, il a fallu malheureusement autant de morts pour qu'on parvienne avec autant de retard à mettre les gardiens de la Révolution. Donc, en termes de chiffres, on pourrait rassembler en fait tous ces organes qui travaillent pour le système et qui sont nourris par le système et toutes les personnes qui ont des privilèges. Il y a beaucoup de personnes qui ont intérêt évidemment à ce que ce régime ne tombe pas, puisque à l'état actuel, ils peuvent bénéficier des différents types de revenus, des revenus non seulement pétroliers, mais de toutes les ressources. C'est un État très très corrompu. La corruption est un mode de gouvernance dans ce pays. Donc, toutes les personnes qui participent de près ou de loin à la corruption et qui leur permettent de s'enrichir sur le dos malheureusement de la population iranienne, puisque là on retombe justement sur cet écart entre les classes sociales et la crise économique, c'est parce que justement il y a une disproportionnalité au niveau des partages des richesses au sein du gouvernement. Ce qu'on sait souvent, c'est que c'est souvent une minorité qui s'accapare des richesses et du pouvoir, et finalement la majorité de la population est dans une pauvreté. Cette classe, en fait, moi j'ai envie de dire, l'ensemble des révoltes qu'on a vues et le point commun, c'est qu'une frange anti-austérité a augmenté et le seuil de pauvreté a augmenté dans ce pays. Et ce qui me fait aussi penser, par exemple, au taux d'absentéisme. Ça aussi, c'est un facteur intéressant. Dans les dernières élections, on a vu en fait que le taux d'absentéisme sur une échelle de 47 ans, c'est intéressant de suivre cette courbe parce que finalement, le taux d'absentéisme a continué d'augmenter. Et ça montre aussi finalement un petit peu la réponse que vous cherchez. Je n'ai pas de chiffres exacts à vous donner, mais on se rend compte en tout cas que en termes de légitimité ou en termes de perte de légitimité, en termes de nombre, il y a une croissance en tout cas, ce qui s'inscrit sur l'échelle du temps. Merci, Hanier. Puis je rappelle, pour ceux qui ne l'auront pas vu, on a reçu Hanier il y a 2 mois à peu près, dans le cadre d'une projection au Ciné-Campus à l'Université de Montréal du film qui a été primé à Cannes, Les graines du figuier sauvage, qui fait un excellent travail, à part que c'est un objet artistique incroyable, mais aussi de présenter cette espèce de classe moyenne iranienne, de bureaucrates, si on veut, déchirés, à la fois employés toute leur vie pour cet État-là, mais aussi déchirés par leurs propres enfants qui vont dans la rue. Donc, je vous recommande le film. Si vous ne l'avez pas vu, ça donne un portrait très humain d'une réalité iranienne qui, à mon sens, est encore en cause aujourd'hui en Iran. Peut-être en donnant la parole à Thomas, qu'est-ce qu'on peut dire de la nature, de ce qu'on sait du moins de ces manifestations? Est-ce qu'il y a une certaine organisation d'une opposition potentielle? Est-ce que c'est plutôt fluide? Vous répondez selon les éléments que vous savez, parce que la question va aussi s'adresser à Hanier par la suite. On s'intéresse beaucoup à la place des femmes, parce que c'était pas très longtemps qu'on entendait les slogans Femmes, vie, liberté. Puis ce qu'on entend, c'est que depuis, il y a eu une quasi-normalisation de ces femmes qui marchaient sans hijab, sans dire que c'est la majorité. Est-ce qu'il y a un aspect très féminin encore à ces révoltes, comme question de suivi à Hanier? Et je donne la parole à Thomas et puis ensuite à Hanier. Merci. Euh, je vais répondre à cette question-là, puis en même temps, je vais reprendre un élément là, de la question précédente sur la nature de l'opposition versus le soutien au régime. Moi, de façon schématique, en gardant en tête que c'est schématique, puis qu'en pratique, la réalité est évidemment beaucoup plus complexe, mais je trouve qu'on peut séparer la population en trois. À un extrême, il y a les secteurs de la population qui soutiennent le régime, que ce soit pour des raisons idéologiques, il y en a de moins en moins, mais il y a des gens qui y croient, et ceux qui, comme Agnès le disait, dépendent financièrement du régime économiquement pour des salaires et donc ne veulent pas sa chute. À l'autre extrême, il y a ceux qui vont ouvertement s'opposer au régime, qui vont être prêts à aller à la rue pour protester contre le régime. Au milieu, il y a une masse de la population qui ne soutient pas le régime, qui ne sont pas des partisans du régime, mais qui, pour différents types de raisons, vont être plutôt dans une catégorie passive ou apathétique, comme en mauvaise traduction de l'anglais, là, ou que ce soit par peur de ce qui pourrait suivre une révolution,
ou une chute du régime? Est-ce que ça amènerait une nouvelle vague d'instabilité? Que ce soit par peur de la répression elle-même, parce qu'évidemment, c'est ça l'idée, la répression, ça fait peur, ça force des gens à rester chez eux, surtout après la brutalité inouïe là, de ce qu'on a vu au début du mois de janvier. Alors, il y a trois catégories. Puis évidemment, dans la vraie vie, c'est un spectrum, c'est un continuum, c'est pas des catégories nettement définies, et c'est pas des catégories qu'on peut quantifier parce que, comme Agnès le dit, on n'a pas accès à des sondages ou des recherches sur le terrain précises pour vraiment pouvoir donner un chiffre à ces trois catégories-là. D'autant plus que différentes définitions de ce qu'on veut dire par soutien et opposition active au régime vont nous amener à des chiffres différents. Euh, Combien de gens vont soutenir le régime? Si on définit ça de façon plus étroite ou de façon un peu plus large, typiquement, moi, je vais utiliser un chiffre entre 10 et 20 de la population. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, là, en gardant en tête tous les caveats, mais on est probablement dans ces eaux-là. L'autre élément qui est important, c'est que c'est probablement un chiffre qui rétrécit au fil des années. Et on voit une espèce de migration vers l'autre côté de ce spectrum-là d'opposition au régime. Mais d'un point de vue, puis là je réponds à la nouvelle question, au niveau de l'organisation de l'opposition, euh, tant que ceux qui sont ouvertement prêts à s'opposer au régime, donc d'aller à la rue, vont demeurer minoritaires. On l'a vu, des gens à la rue en janvier, en fin décembre, il y en avait, mais on parlait pas de millions et de millions et de millions. Tant que ça va rester un chiffre contenu, ben, malheureusement, ça va aider les chances de survie de la République islamique. Tant qu'il n'y a pas une migration importante de cette masse-là au milieu, qui n'aime pas la République islamique, mais qui n'est pas prêt à s'impliquer par peur de ce qui va suivre ou par peur de la répression, la réalité, c'est que ça aide les chances de survie de la République islamique. J'ajouterais aussi à ça, sur la question de l'organisation de l'opposition, ben non, l'opposition à l'intérieur du pays n'est pas organisée, elle n'est pas structurée, il n'y a pas de leadership important, il n'y a pas, par exemple, de capacité importante pour mobiliser des grèves. Et ça serait un indicateur extrêmement important de grève à grande échelle qui pourrait paralyser la société et l'économie. Ça serait un indicateur important d'augmentation de la probabilité de chute du régime. On l'a vu en 78, 79, jusqu'à la Révolution. Les grèves massives, notamment dans le secteur pétrolier, ont joué un rôle énorme Des grèves dans étudiantes aussi de masse en une 70. grève dans le secteur pétrolier, chez les fonctionnaires, chez les étudiants, ce qu'on n'a pas vu du tout dans ce cas-ci. Alors évidemment, la question, c'est pourquoi? Ben ça, il y a une raison très claire pour ça. C'est la répression du régime. Le régime a très bien compris que justement, les grèves de fonctionnaires, les grèves dans le secteur pétrolier, les grèves dans les milieux étudiants et ailleurs ont joué un rôle énorme dans la mobilisation populaire et la paralysie qui ont entraîné la chute du régime du Shah. Et donc, la République islamique a tout fait au fil des années, pas seulement récemment, pour empêcher cette capacité de mobilisation-là, pour empêcher l'émergence de leadership, où littéralement toute possibilité d'émergence de leadership se fait décapiter, soit par des emprisonnements, des exécutions, ou sinon se faire pousser à l'exil. Toute tentative d'organiser des structures d'opposition se font aussi réprimer. Alors ça, c'est quand je disais tantôt que je voyais pas la chute du régime comme étant imminente, ben quand on creuse un peu pour comprendre pourquoi, cette destruction systématique-là par le régime de toute forme d'opposition joue un rôle énorme là-dessus. Si on voulait élargir la discussion, on pourrait un peu parler de l'opposition en exil, où la situation n'est pas la même, c'est-à-dire que la capacité répressive du régime, évidemment, s'applique beaucoup moins, mais on a vu et on le voit encore aujourd'hui, au mois de janvier, dans les années précédentes, les différents groupes, individus, factions en exil et là je caricature un peu, mais à peine, passent autant de temps à se chicaner entre eux qui vont passer de temps à se mobiliser, s'organiser pour vraiment créer des structures qui peuvent mettre une pression réelle sur la République islamique, avec le caveat que la chute du régime va venir de l'intérieur, elle va pas venir de l'extérieur, mais l'incapacité de l'opposition en exil systématiquement à vraiment pouvoir s'organiser de manière beaucoup plus cohésive aussi explique en partie euh, la capacité de survie du régime, là. Et puis, je donne la parole dans une minute à Hanier, puis on reviendra aux puissances étrangères dans la prochaine question. Donc, je ne sais pas s'il y a moyen de répondre à cette question-là, mais sachant la fragmentation dans les communautés à l'extérieur de l'Iran,
Et puis peut-être une hypothèse, c'est parce qu'il y a différentes vagues de migration, certains qui sont arrivés en 79, certains qui sont arrivés il y a 10 ans dans différentes communautés qui ont des visions différentes du changement parce qu'ils ont des souvenirs différents d'une réalité en Iran. Y a-t-il vraiment une opposition qui s'organise autour du fils du Shah Pahlavi qui a été défait en 1979? Puis on reviendra sur les puissances étrangères dans un instant. Thomas, quelle est votre lecture? Ben ça, c'est une question intéressante. Puis on a très clairement vu là, au mois de décembre, au mois de janvier, un regain important dans la visibilité du fils du Shah qui a été déchu, là, qui est tombé au moment de la Révolution de 79. Le Shah lui-même est mort pas longtemps après. Son fils, Reza Pahlavi, principalement basé aux États-Unis, pendant des années, on pouvait dire que le gros de son soutien était à l'extérieur de l'Iran, au sein de sympathisants monarchistes là, chez les Iraniens en exil. Son soutien à l'intérieur du pays était de toute évidence limité. Évidemment, beaucoup de monarchistes auraient été en désaccord avec ça, mais c'était vraiment ce que les données plus fiables dans la mesure où on avait suggéraient. Là, c'est absolument vrai qu'on a vu un rôle plus actif de sa part. On a vu des protestataires en Iran scander son nom. On a vu un regain de popularité important. Il y a un débat, évidemment, auquel on n'a pas de réponse fixe. Un regain jusqu'où? Il vit aux Euh, États-Unis pour ceux qui ne seraient pas au courant. Ok. et aussi, jusqu'à quel point est-ce que ce regain-là est profond? Est-ce que c'est un attachement réel à lui et à ce qu'il représente? Ou est-ce que c'est un attachement par défaut parce qu'il est le nom le plus visible qui n'est pas la République islamique, qui s'oppose au régime qui est tant détesté? Et là, il y a évidemment des zones grises. Euh, il y a aussi le fait que à l'intérieur en Iran, dans les milieux plus à gauche, il demeure très contesté. Au sein des minorités, 50% à peu près, proche de 50% de la population iranienne sont des minorités non personnophones et généralement, chez les minorités, il est beaucoup moins populaire. Euh, alors, oui, un regain réel, jusqu'à quel point on va voir. Un analyste, et je m'excuse parce que je vais l'attribuer à quelqu'un dont j'oublie le nom, euh, mais c'est pas moi qui ai inventé cette ligne-là, mais je trouvais que ça représentait bien la situation. Une révolution sans lui est impossible en raison de sa visibilité, mais avec lui est impossible aussi en raison des controverses extrêmement intenses qu'il provoque. Et là, on pourrait continuer longtemps là-dessus, puis je vais arrêter ici, mais on voit beaucoup au niveau de ses partisans, y compris de ses partisans les plus loyaux, des comportements qui sont extrêmement agressifs à l'endroit des autres membres de l'opposition. Et ça, pour moi, c'est regrettable parce que son rôle est essentiel. Sa visibilité est énorme. Et oui, il y a encore un attachement important à la monarchie chez certains Iraniens, mais tant qu'il y a une incapacité par lui et par ses conseillers les plus proches à jouer un rôle rassembleur au lieu de jouer un rôle divisif, ça va demeurer un obstacle énorme. Puis hors de l'Iran, on a plusieurs études de cas, si on veut, de retour de royaumes déchus, mais je n'ai pas en ma mémoire un exemple glorieux d'un tel retour suite à un coup d'État ou à une révolution ou à un changement de régime politique. Mais à Hanni, je vous laisse la parole. Merci Thomas. Et Oui. sur tous les éléments sur lesquels vous voulez commenter, mais on s'intéresserait entre autres aussi à la place des femmes dans ces mouvements-là. Merci. Oui. Tout à fait. Oui, juste pour dans la continuité de Thomas Junot, on a en fait une opposition divisée. C'est la diaspora, c'est une chose, à l'intérieur de l'Iran, c'en est une chose. Dans la diaspora iranienne, ce qu'on voit, c'est une division assez forte, mais cette division non plus n'est pas du tout quelque chose de nouveau, hein. Les Iraniens sont connus pour être politiquement très divisés. On parle quand même d'un nombre important de population. Donc, quelle figure, ça c'est vraiment la question aussi qu'on peut renverser, quelle figure politique demain pourra faire l'unanimité dans un pays où il y a autant de minorités, il y a autant d'ethnies. L'Iran, il ne faut pas oublier que c'est une mosaïque de peuples. Il faudrait totalement penser à un système parlementaire et représentatif qui pourrait en fait venir justement représenter cette diversité à la fois politique, à la fois culturelle, à la fois ethnique, à la fois linguistique, parce que c'est ça aussi l'Iran et c'est ça aussi qui fait sa richesse, c'est justement cette diversité qui malheureusement en politique est contre-productive puisque on est parfois dans
dans des désunions plutôt que dans l'union. Il ne faut pas non plus oublier que l'exercice démocratique est un exercice qui s'inscrit sur du long terme. Et encore une fois, j'insiste, le pays n'a jamais connu d'exercice démocratique. Donc, il y a tout un travail peut-être de fond à faire, de justement de s'asseoir à côté de son opposant, de respecter l'opposition. Vous savez, moi, il y a une expression que j'aime beaucoup dire dans mes conférences. Je dis souvent, quand il y a 8 Iraniens autour d'une table, il y a 9 opinions. Donc ça montre véritablement la nature de la diversité. Et juste un mot sur Reza Pahlavi. Reza Pahlavi, c'est aussi intéressant de décortiquer son analyse puisque lui il parle de transition. Il dit, moi, je suis pas là pour instaurer un nouveau régime monarchique, mais je suis là plutôt pour faire la transition. Le problème, c'est que ça fait 47 ans qu'il a quitté le pays et ultimement, ce qu'on pourrait peut-être lui reprocher, c'est oui, il a une assise évidemment populaire, il a ses partisans, on a vu beaucoup de manifestants qui portent le drapeau de l'ancien régime, parfois plus par nostalgie peut-être que par rapport à lui directement. Mais la grande question, c'est comment aussi lui va parvenir à être une figure unanime. Je pense que ça va être la grande difficulté. Et comment quelqu'un qui a quitté le territoire depuis 47 ans va pouvoir être vraiment au fait de la réalité, de la connaissance de terrain de l'Iran. Parce que l'opposition iranienne à l'extérieur est une chose, bâtir le pays à l'intérieur en est une autre. Sur la question des femmes, très importante, là aussi, il faut y voir une continuité. Les femmes ont été les premières à avoir défié la République islamique d'Iran dès 1980 sur la question du code vestimentaire et du voile. Évidemment, à son paroxysme et son apogée, on a vu sur ces 47 ans le mouvement Femmes, Vie et Liberté qui a vraiment porté la voix des femmes. C'était par les femmes et pour les femmes, avec évidemment une solidarité masculine qu'il faut souligner et dire, en tout cas, parce que ça, c'est aussi intéressant de voir comment finalement, à travers le temps, le combat des femmes est venu croiser le combat des peuples. Et comment finalement les revendications aussi ont dépassé uniquement la question des femmes, mais qui ont finalement abouti à des revendications qui sont portées par l'ensemble de la population. La résistance des femmes, je pense, leur courage, leur détermination n'est plus à démontrer. Hein. On a vu avec Mahsa Amini et Mimi la naissance de ce mouvement Femmes, Vie et Liberté qui est devenu pour moi un véritable projet de société. Ce qui est aussi très intéressant à travers ces mouvements et la question des femmes, c'est la question de la mémoire. Il y a véritablement un travail de mémoire. On n'oublie pas Neda Ara Sultan qui a été décédée dans le mouvement vert en 2009. On n'oublie évidemment pas Mahsa Amini en 2022. Et dans l'actualité... Annie, je suis désolée de vous interrompre pour bien comprendre. Lorsque vous dites on n'oublie pas, c'est qu'on parle de ces femmes assassinées dans le cadre de mouvements de contestation dans les manifestations aujourd'hui. Oui, on en parle et elles sont devenues, malgré elles, hein, j'ai envie de dire, des figures emblématiques de ces mouvements. On va pas oublier, il va y avoir un travail de mémoire et qui même actuellement est en cours par rapport à toutes ces personnes qui ont été tuées. Il y a véritablement, je pense, un travail social, un travail historique, un travail de mémoire qui va être fait en hommage, mais aussi parce qu'elles ont été le déclencheur de quelque chose par la suite et qui, à chaque fois, elles sont venues nourrir, si vous voulez, à la fois le manque de légitimité de l'État et à la fois peut-être ça contribue aussi à créer un nous. Peut-être que ce sont des éléments aussi qui peuvent justement permettre d'aller dans cette union, de se retrouver sur Mahsa Amini, sur le mouvement Femmes et Liberté. Je voulais juste ajouter un point avant de terminer parce que je pense que c'est aussi important de laisser la parole et aux questions. C'est que là, dans l'actualité aujourd'hui par rapport aux femmes, ce qui a été très très perturbant à voir et à entendre en tant que témoignage, c'est que on savait que le viol, par exemple, était déjà une arme qui avait été utilisée dans les prisons pour femmes, des femmes qui demandaient déjà dans le passé des moyens de contraception au sein même des prisons en Iran. Donc, on peut malheureusement s'imaginer le pire, et il y a eu malheureusement des cas de viol. Ce qui a été souligné, qui a été reporté, c'est vrai que dans les images aussi qu'on a pu analyser, on a vu évidemment des femmes aussi, malheureusement, qui ont subi cette répression brutale, mais beaucoup de personnes se posent la question de où sont les corps de ces femmes-là. On a vu beaucoup de corps d'hommes, mais on n'a pas vu les corps des femmes. Donc là, évidemment, il y a d'autres témoignages qui viennent en disant, bon, il y a eu des viols, on essaye, vous savez, le fait de mettre de l'acide sur les corps pour faire disparaître les corps et pour pas permettre une autopsie, ça c'est malheureusement quelque chose aussi qu'on a vu dans le passé. Donc ça c'est très problématique aujourd'hui, c'est de savoir mais où sont les corps de ces femmes-là. Il y a la question
question du voile qu'il faut absolument dans les prisons, qu'il faut absolument ne pas oublier dans l'analyse. Et encore une fois, on voit que le corps des femmes et les femmes sont encore une fois de plus écrasées. Alors, ça fait 47 ans, oui, qu'elles sont écrasées à la fois par une domination idéologique, patriarcale et autoritaire. Et là, quand arrive au moment de cette répression sanglante, on n'a même plus les corps, en fait. Et la famille des victimes n'ont plus les corps pour pouvoir faire finalement leur deuil. Donc ça, c'est très problématique à l'état actuel. Donc, Hanieh, je vois le soleil d'hiver se couche sur Bruxelles, donc vous êtes un peu sombre à Oui, l'écran, on vous voit moins je suis à bien, mais Lille. on vous remercie d'être avec nous, même si c'est le soir chez vous. Juste pour préciser, donc diriez-vous que les femmes, dont les jeunes femmes qu'on a vues à la rue en masse, à l'image de Marsa Amini, des jeunes femmes qui n'étaient pas nécessairement dans la contestation politique historiquement, qui sortirent des écoles, sont-elles aussi présentes aujourd'hui qu'elles étaient il y a 2 ans? Dans le mouvement actuel, oui, malheureusement, dans les corps qu'on a pu identifier, on retrouve des jeunes filles de 15 ans, 16 ans, 20 ans, des collégiennes. On voit toute une résistance d'ailleurs se mobiliser dans des écoles, dans les universités. Évidemment, c'est aussi le cas des garçons, hein, mais c'est vrai qu'on voit cette présence féminine qui ne diminue pas. Vous savez, c'est une société de plus en plus féminine. La parole, une fois que la parole féminine a pris l'espace public, elle n'entend plus la quitter. Et donc oui, cette parole est toujours là, mais malheureusement qui subit de plein fouet, encore une fois, cette répression très très brutale et complètement disproportionnée par rapport à l'acte de révolte posé. Merci, Ranier. Puis pour rappel, Marsa Amini, jeune femme kurde de province qui avait été arrêtée par la police des mœurs pour avoir été, on avait dit qu'elle avait mal porté son hijab, puis on a retrouvé morte par la suite, qui était un peu l'étincelle qui a fait déclencher le mouvement Femmes, Vie, Liberté il y a 2, 3 ans. Donc, 2 questions en rafale, des questions difficiles. J'invite l'audience à noter leurs questions, à les partager avec nos collègues sur le chat. Donc, je laisse la parole à Thomas et Hanieh, puis on peut le faire en une ronde ou en deux, mais peut-être en une ronde. D'une part, j'aimerais vous entendre sur quels sont les soutiens à ces manifestations. Euh, Sont-elles de l'ordre international, sont-elles de l'ordre du discours ou est-ce qu'on voit, par exemple, du financement, des moyens? Entre autres, on pose la question sur les États-Unis, Israël par rapport à la contestation. Vous pouvez noter d'autres pouvoirs si vous trouvez que c'est important. Et en deuxième lieu, euh, est-ce que le Canada, qui est entre autres pays qui est formé d'une population, on a une grande population d'origine iranienne, canadienne, est-ce que le Canada a un rôle à jouer et quel serait-il? Je commence avec Thomas. Je vais commencer avec la question sur le Canada, parce que évidemment le Canada est absolument pas un joueur important là, dans l'équation de ce qui se passe en Iran en ce moment, mais on est au Canada, alors la question de l'impact pour nous, Voilà. elle est importante. Il y a environ 300 000 Canadiens d'origine iranienne, donc c'est un groupe important. Le chiffre exact est contesté, mais on est dans ces eaux-là, c'est donc pas loin de 1% de la population. Il y a un aspect sur lequel je veux parler pour l'impact pour le Canada. C'est pas le seul, mais c'est celui sur lequel je suis en train de faire un gros projet de recherche maintenant. Donc, c'est celui qui m'intéresse. C'est la question de la répression transnationale. Donc, la répression transnationale, on a beaucoup parlé de ça dans le contexte des débats au Canada sur l'ingérence étrangère. C'est pas de l'ingérence dans un contexte électoral, dont on a beaucoup parlé, la Chine par exemple. La répression transnationale, c'est quand un État va venir au Canada et va intimider, donc chercher à réprimer par la menace ou par la violence physique ou dans le cyberespace, des Canadiens, des gens qui sont au Canada, pour, par exemple, faire taire leur activisme en matière de droits de la personne ou de démocratie. Donc, dans le contexte de l'Iran, la répression transnationale, concrètement, c'est quand la République islamique va menacer, intimider, chercher à faire peur à des Iraniens canadiens, dans un petit nombre de cas des Canadiens qui ne sont pas d'origine iranienne, pour faire taire leur opposition à la République islamique. C'est un énorme problème au Canada, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Je suis en train d'écrire un livre avec un collègue là, sur la répression transnationale par l'Iran, la Chine et
l'Inde au Canada. Et les histoires d'horreur là, qu'on ressort dans la centaine d'entrevues qu'on a faites jusqu'ici avec des victimes de répression transnationale, c'est d'une brutalité absolument inouïe. Puis c'est un problème qu'on néglige sérieusement dans le pays ici. On en parle des fois quand, par exemple, un militant sikh est abattu au Canada, probablement à la demande là, des services de renseignement indiens, mais au jour le jour, ça se passe à petite ou plus grande échelle constamment. Donc, pourquoi est-ce que c'est important ici? Parce que, et intuitivement, évidemment, c'est pas surprenant, mais dans le contexte de notre recherche, on a très clairement vu un pattern que la répression transnationale iranienne au Canada s'intensifie, et encore une fois, intuitivement, c'est pas surprenant, la répression iranienne au Canada s'intensifie après une vague de protestation en Iran, quand, par exemple, la communauté iranienne canadienne va se mobiliser en soutien aux protestations en Iran. Alors, après Marsa Amini en 2022, les protestations qui ont continué là encore en 2023. On a vu beaucoup d'organisations ici et on a vu des dirigeants connus, mais aussi des dirigeants moins connus, des activistes qui ne sont pas des dirigeants, à être systématiquement ciblés par la République islamique, justement pour essayer de faire taire leur tentative d'organisation à l'étranger comme ça. Non seulement on l'a vu en 2022, mais on l'a beaucoup vu au Canada après PS 752. Alors, Laurence, je sais que toi, tu connais bien ce débat-là. PS 752, c'est l'avion ukrainien qui a été abattu par les forces antiaériennes des gardiens de la Révolution en janvier 2020, un moment de tension entre les États-Unis et l'Iran. Donc, si on met de côté là, tout ce qui s'est passé sur cet enjeu-là, près de la moitié des passagers de cet avion-là étaient soit citoyens, soit résidents permanents canadiens. Donc, il y a eu énormément d'activisme au Canada, par l'Association de la famille des victimes en particulier, d'autres, pour organiser le soutien aux familles des victimes, pour s'opposer à la République islamique, pour demander justice, transparence et imputabilité, etc. Et on a vu les militants dans ce contexte-là être beaucoup ciblés après janvier 2020 et encore aujourd'hui, évidemment. Alors, pour moi, si je regarde ces patterns-là de répression transnationale par le passé, ce qui semble être une évidence, c'est qu'on va voir ça se répéter. Alors, quand on voit, et on le voit, on l'a vu à Montréal, on l'a vu à Toronto, des Iraniens canadiens qui veulent s'organiser en soutien à ce qui s'est passé en décembre-janvier en Iran, et cette mobilisation-là continue. Pour moi, il n'y a aucun doute qu'il y aura un pic qu'il y aura une intensification de la répression transnationale iranienne au Canada dans ce contexte-là. C'est probablement déjà commencé et on va le voir continuer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Alors, je vais arrêter ici pour pas continuer plus longtemps, mais quand je pense aux implications pour le Canada, pour moi, c'est pas la seule, mais c'en est une qui est essentielle. Puis, j'ai parlé assez longtemps, fait que je vais laisser. Mais merci Thomas de mettre ça à l'agenda parce qu'on a vu, il y avait des tentatives d'assassinat d'activistes aux États-Unis qui avaient été rendues publiques par les médias. C'était peut-être dans le New York Times à l'époque, extrêmement inquiétantes. Puis ces réseaux-là opèrent également au Canada. Donc, j'étais pas au courant des travaux en cours. Puis, à mon avis, ça fait œuvre utile pour les gens qui souhaitent se mobiliser, même si le Canada n'est pas l'acteur le plus présent sur le terrain, disons. On a un devoir de protéger les citoyens ou quelques personnes soient-elles qui ne devraient pas faire face à une telle répression sur le territoire canadien. Donc, cette recherche-là elle va être choquante, fort probablement, mais utile à mon sens. Rapidement, Thomas, parce que je veux vraiment, j'ai reçu quelques questions, puis ensuite Hanier sur la même question. Euh, la place des puissances étrangères dans ces révolutions-là. Euh, cette place-là est largement exagérée. Si ou quand la République islamique tombe, ça va être le résultat de mobilisation par les Iraniens et les Iraniennes à l'intérieur de l'Iran. Et le rôle de puissance étrangère pour ou contre le régime va être un rôle qui peut être important, mais qui va être secondaire. Et évidemment, en Occident, mais partout, je pense que tout le monde est un peu comme ça. Il y a toujours un aspect un peu nombriliste où on va avoir tendance à mettre un peu plus d'importance à notre rôle. Je pense que c'est un rôle qui est plus secondaire que d'autres choses. Plus souvent qu'autrement, la règle numéro un, ça devrait être do no harm. Donc, de ne pas faire de mal à ce niveau-là. Et ici, l'administration Trump, je pense, a envoyé des signaux très mixtes en promettant un soutien aux protestataires, un soutien qui n'est pas venu. C'est au mieux
ça n'aide pas et c'est potentiellement contre-productif. Alors, je pense que le rôle des puissances étrangères, ça doit en être un d'opposition à la République islamique, de soutien au moral, parfois technique, par exemple des VPN, des satellites Starlink à l'opposition, mais ça doit aussi être un rôle qui doit d'abord et avant tout s'assurer de ne pas nuire, là. Et malheureusement, autant ce qu'on a vu récemment que les précédents historiques nous suggèrent que, pas à chaque fois, mais dans certains cas, les interventions étrangères nuisent plus qu'elles aident, là. Et ça, je pense faut bien garder ça en tête. Merci, Hanieh. Oui, alors juste rapidement un exemple très très concret d'une des personnalités qui a été énormément menacée, c'est la fameuse journaliste et activiste Masih Alinejad qui a pu survivre en fait à 4 attentats d'assassinat. Le dossier a été porté devant la cour, donc voilà, ça prend des ampleurs parfois Elle est à assez New York, c'est une des activités dont je parlais, c'est ça? absolument, aux États-Unis, absolument. Et il faut rappeler aussi que Madame Massia Alinejad, dans son activisme, a été aussi à l'initiative notamment des mercredis blancs en Iran, c'est-à-dire que c'est tout ce mouvement qui était de porter le blanc en contestation au port obligatoire du voile en Iran. Alors sur la question internationale, la communauté internationale, on vient justement de finaliser un texte avec un collègue Vahid du CESOI, qui est d'ailleurs dans la salle et que je salue au passage. Justement, on est arrivés tous les deux à cette conclusion de dire finalement l'inaction occidentale nourrit en fait le trumpisme. En fait, le fait que justement cette communauté internationale n'a pas assez soutenu les mouvements en Iran, ça laisse énormément de place finalement aux autres acteurs. Je me rappelle très bien, il y a pas si longtemps que ça, le président Obama disait on aurait dû soutenir en 2009 le mouvement vert en Iran et on l'a pas fait. Donc, en tout cas, il y a une reconnaissance de cet abandon, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, c'est un sentiment d'abandon que quand on écoute la population iranienne à l'intérieur du pays, et même au sein de la diaspora, c'est vraiment un sentiment très partagé. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans un sentiment d'abandon de la communauté internationale, on a une incompréhension totale des pays occidentaux qui défendent les valeurs républicaines et démocratiques, mais qui sont les grands absents quand un peuple est en train de se faire massacrer. Puis, il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas confondre l'ingérence et la responsabilité de protéger. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité collective, il y a une responsabilité internationale. Dans le droit international, il y a cette responsabilité de protéger. À partir du moment où une population civile non armée est en train de se faire massacrer et qu'on qualifie de crime contre l'humanité, là, on attend des actions concrètes. C'est-à-dire que condamner la République islamique d'Iran, que ce soit au sein du Parlement européen, que ce soit auprès de nos représentants politiques de l'ordre du discours, c'est très bien. Moi, je trouve que même les symboles sont très importants, mais c'est plus suffisant en fait aujourd'hui quand un peuple est en train de se faire massacrer. On peut pas venir à la télévision ou dans une conférence de presse en disant oui, nous condamnons la République islamique d'Iran pour sa répression contre sa population. Vous comprenez que ce genre de propos est complètement finalement disproportionné à l'ampleur de ce qui se passe en Iran. Et puis juste sur la question de la menace de la diaspora iranienne, moi j'ai eu aussi beaucoup de témoignages à la fois des chercheurs, à la fois des militants, des activistes qui sont sur le sol canadien, qui sont à Montréal, qui sont à Vancouver, qui sont à Toronto, qui ont reçu des intimidations, des menaces. Et en fait, ils se sentent aussi menacés non seulement par ces menaces directes et ces intimidations qui peuvent venir de la présence de la République islamique d'Iran sur le sol canadien, mais ils se sentent ultimement menacés par la présence physique de ces dignitaires et de leurs enfants en Amérique du Nord. Qui ont d'ailleurs des comptes en banque. Ça, c'est des enquêtes qu'éventuellement on peut ouvrir, d'enquêter sur les montants d'argent de ces personnes-là, de ces dignitaires qui travaillent pour la République islamique d'Iran, qui investissent énormément aussi sur le territoire canadien. Il faut savoir que, par exemple, le milieu de l'immobilier ou des centres commerciaux, ce serait très, très facile de trouver, en fait, qui sont les propriétaires de ces biens. Il faut évidemment ouvrir une enquête, il ne faut pas faire de procès d'inattention, mais aujourd'hui, c'est très facile avec le système bancaire de savoir quels sont les dignitaires qui sont sur le sol canadien, quels sont leurs comptes en banque, combien de montants d'argent ils ont et dans quoi ils ont investi sur le sol canadien. Donc, Agnès, le propos que vous tenez est tout à fait représentatif de ce qu'on entend des demandes des Iraniens en Iran et fait écho, pour le meilleur ou pour le pire, à une ère de la politique étrangère canadienne où est-ce qu'on était
un peu le port-étendard de quelque chose qui s'appelle le R2P, Responsibility to Protect, qui faisait un peu certains liens avec quelle est la responsabilité des États justement sur cette répression. Et on pensait que cette doctrine était un peu morte, entre autres suite à l'attaque contre Kadhafi, mais on l'a revu. Je pense que c'était au Myanmar, en Birmanie, qu'on voyait des gens manifester avec des t-shirts R2P pour que les caméras aériennes les voient. Et ils utilisaient le mot R2P à l'époque. Et là, on l'entend un peu, à savoir, ben, peut-être que si l'Occident a abandonné certaines de ces choses-là et que certains régimes ne l'ont jamais aimé, les populations, elles, dans certains États, ne seraient peut-être pas d'accord avec la teneur qu'il ne faut pas vivre dans la nostalgie. Des fois, on n'a pas le choix de vouloir de l'aide d'ailleurs si notre régime nous réprime. Peut-être je vais faire le lien entre un commentaire reçu par notre euh, collaborateur proche du Cerium, ancien doctorant Vahid Yousefzai, et une question reçue de Rose Chabot qui portait sur la probabilité d'une intervention américaine. Donc, d'une part, Vahid nous partage certaines réflexions que je vous enverrai par courriel par la suite sur la conférence et vous remercie, mais dit aussi, on entend de plus en plus les manifestants cette fois demander une intervention militaire, une attaque. Et ça peut paraître choquant pour certains. Et d'une autre part, quelle est, quelle est la probabilité que les États-Unis interviennent? On a vu qu'il y avait des soi-disant pourparlers en Oman. Peut-être si vous voulez commenter là-dessus, je vous laisse la parole à qui souhaite prendre le bâton. Alors, on peut faire du tarouf pendant longtemps. Alors, je demande à Ok, Thomas. pas de talent. Thomas, vas-y, OK. Tarouf, c'est une politesse iranienne. Allez. Ben, je pense que ce qui est intéressant avec les pourparlers habituels, il y a quelques éléments à mentionner. Premièrement, tout ce qui implique M. Trump est fondamentalement extraordinairement imprévisible. Puis je dis pas ça pour être sarcastique. On l'a clairement vu qu'il est extrêmement imprévisible. Je pense qu'il change d'idée lui-même sur une base régulière, même quand des fois je suis même pas sûr qu'il sait à ce stade-ci c'est quoi son objectif sur l'Iran. Donc il y a cet élément-là qui est très imprévisible. Deuxièmement, et puis j'hésite à dire qu'on est à un point tournant parce que c'est un cliché, et puis des points tournants sur l'Iran, les relations États-Unis-Iran, il y en a eu 25 dans les dernières années. Mais on est quand même à un moment où la gamme de scénarios, de résultats possibles est inhabituellement large. Il y a des rumeurs dans les médias que les États-Unis demanderaient à l'Iran toute une série de concessions, non seulement sur le programme nucléaire, mais aussi sur les missiles, sur le soutien à des groupes terroristes et peut-être aussi sur des questions internes comme le respect des droits de la personne. Euh, et que ça serait négocié. L'Iran dit non, il n'y en est pas question, mais le fait est qu'il semble y avoir la possibilité d'une négociation sur ce que pendant longtemps on appelait un grand bargain. Donc une résolution partielle, tout au moins, de toute une série de problèmes entre les deux. Je ne suis pas optimiste, je pense que les probabilités que ça fonctionne sont très basses, mais ça semble être sur la table. Puis M. Trump a, d'après moi, clairement cette ambition-là de se positionner comme celui qui aura, entre guillemets, réglé les problèmes avec l'Iran. Évidemment, le problème avec ce scénario-là, c'est que, de facto, ça assurerait la survie de la République islamique, ou en tout cas, ça augmenterait ses chances de survie. Euh, on pourrait aussi avoir un autre résultat qui serait une entente plus ciblée sur le nucléaire, donc en mettant de côté tous les autres enjeux difficiles entre les deux pays. Pas impossible non plus, mais au minimum très difficile. Il y a beaucoup d'obstacles. Si ces négociations-là qui sont en cours en Oman échouent, ce qui est, disons, plus probable comme scénario, ben là, la question des frappes américaines devient évidente. Est-ce qu'on parle de frappes ciblées, limitées, ou est-ce qu'on parle de frappes à plus grande échelle? Moi, je suis très sceptique sur le scénario des frappes à grande échelle. Je pense que M. Trump ne veut pas ça. Il ne veut pas s'embourber dans une guerre dans la région. Trop d'éléments de la coalition MAGA autour de M. Trump ne veut pas un tel conflit là, au Moyen-Orient. Donc, est-ce que ça veut dire que le scénario le plus probable dans ce continuum de scénarios-là, une fois que les pourparlers échouent, c'est des frappes américaines plus ciblées avec, en pratique, une continuation du statu quo, difficile après. Euh, on n'est pas du tout à 100% pour ce scénario-là, mais ça me semble le scénario le plus probable, même s'il y en a toute une série d'autres. Puis je vais arrêter ici parce que je vois que le temps file. Là. Ton micro est coupé, Laurence.
C'est à moi. Alors, très rapidement, oui, Pardon. la première question qu'on peut se poser, c'est quand on arrive autour d'une table et qu'on parle de négociation, on parle éventuellement de diplomatie, quelle est la base de confiance? Là, il n'y a aucune base de confiance entre les deux pays. Il y a une rupture diplomatique depuis la prise d'otage de l'ambassade américaine en Iran. Et donc, depuis, il y a une rupture, en tout cas diplomatique. Là, il est clairement là, moi, ce que j'y vois, c'est véritablement le focus sur la question du nucléaire. Alors, les Iraniens l'ont dit clairement là, à moment, et ils s'y retrouvent au moment où on se parle, ils ont dit clairement qu'ils n'allaient pas faire de concessions sur la question du nucléaire. Sauf que eux aussi, les Iraniens changent aussi de posture. Là, le ministre des Affaires étrangères vient de dire qu'ils sont prêts à diluer l'uranium. Et ça fait vraiment partie, je trouve, de la rhétorique de la République islamique d'Iran, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans ce forme de manipulation en politique et pour moi, véritablement, c'est une question de gagner du temps. Moi, je pense que la République islamique d'Iran ne va rien lâcher et ne peut pas remettre en fait en question toute cette rhétorique anti-américaine qui fait partie de son identité. Donc, vous voyez, on n'a pas les éléments favorables en tout cas pour être à la table des négociations. Alors oui, négocier c'est très bien, sauf que encore une fois, je reviens à la demande de la société civile. Comment on négocie avec une dictature et sur base de quelles garanties? Parce que c'est véritablement ça. Sur base de quelles garanties on peut se baser, puisque il y a eu une signature sur l'accord du nucléaire en 2015 qu'on avait qualifié à l'époque d'historique, qui est tombée à l'eau. Là, les Iraniens, sur quoi ils vont essayer de négocier, c'est la levée des sanctions. Mais c'était déjà autour des pourparlers qu'on les avait signé cet accord sur le nucléaire. Donc, si vous voulez, on a du mal à croire finalement aux tenants et aux aboutissants, et puis surtout à l'intention derrière ce type de rencontre. Euh, je remets en doute énormément la bonne foi des deux côtés. Écoutez, on avait une autre question que je vous lance, mais je ne, peut-être si vous avez des commentaires sur la question, Thomas et Hani, vous pouvez nous envoyer quelques notes par écrit puis qu'on pourra partager aux inscrits par la suite. On avait une autre question d'Amandine Amont sur comment s'informer puis rester à jour sur la situation en Iran, sachant à la fois la réalité du journalisme international, mais aussi le blackout médiatique, accès au réseau qui fait partie de ces répressions auxquelles font face les Iraniens. Mais si vous avez des commentateurs, des sources ou d'autres recommandations, que ce soit en français, en anglais, en persan. Je suis sûre qu'il y a des gens dans notre audience qui parlent cette langue. N'hésitez pas, sachant que tout ça est probablement complément. Faut s'abreuver à plusieurs sources pour avoir un portrait plus concret. Autrement, j'aimerais sincèrement remercier Thomas Junot de l'Université d'Ottawa, Agnès Ziahi de la Chaire Raoul-Dandurand et de l'Université catholique de Louvain pour leurs analyses, pour leur temps. J'aimerais aussi remercier l'équipe du Cerium, en particulier Hiba Azerougui, qui a mis en œuvre cette magnifique conférence et qui a fait tout le travail derrière. Et, euh, et toute l'audience qui est avec nous aujourd'hui. Khaili Mouchakera, merci Mamnoun. Et on se revoit bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Merci, Khalim Amnoun, merci. Merci. Merci à tous. Au revoir.